Alors c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Monsieur Mitterrand, vous vouliez dialoguer avec un jeune, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'en fait Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique, et droit de citer, puisse être entendue, et donc puisse être comprise. Il le dit à sa manière. Il est responsable de ses paroles, c'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Et quand je dis typique, c'est parce qu'il représente, à mon sens, des centaines de milliers de jeunes. Conditions de vie. Où? Dans quelle banlieue? Quel logement? Quel loisir? Entrant dans une société bétonnée, qui se ferme partout devant eux, avec le chômage pour perspective. Je pense que quelqu'un qui sait dire et chanter, c'est-à-dire exprimer sous la forme de l'art, un drame vécu de cette force, devait être entendu lors d'une émission de ce genre. Moi, je suis pour que tout soit dit et pour que tout homme politique puisse être mis en question. Ça m'arrive tous les jours. Et si cela devait arriver avec Daniel Balavoine, eh bien, j'écouterai quand même ce qu'il a à me dire. Qu'on n'ait pas pu parler encore du 1,9% d'augmentation des prix au mois de janvier, des 1 500 000 chômeurs aujourd'hui, des 9 milliards de déficit du commerce extérieur sur les 2 premiers mois de l'année, soit presque autant que toute l'année dernière. Les grandes sociétés peuvent emprunter à 20% aux États-Unis d'Amérique. Et la dévaluation de fait du franc, c'était la dernière réussite de M. Barr, dévaluation de fait en face d'un dollar à 4,40 francs et d'un mark à 2,40 francs. Il y a quand même 2 politiques. Il faut faire le choix. Il y a celle que je dénonce et il y a celle qui est contenue dans le projet socialiste. Il n'y en a pas d'autre. It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather. Climate change is such a consequential crisis to everybody in the world. I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. There's a huge economic opportunity that goes hand in hand with climate change. We can be the clean energy superpower of the 21st century. Dans une interview accordée au New York Times, Donald Trump semble déjà avoir changé d'avis sur différents sujets. Le futur 45e président des États-Unis s'est notamment radouci sur le climat. Jusque-là, il qualifiait le changement climatique de canular inventé par les Chinois. Aujourd'hui, il se déclare ouvert sur l'accord de Paris sur le climat. Il y a un lien entre l'activité humaine et le changement climatique. Il y a quelque chose, mais tout dépend dans quelle mesure. À moins de 60 jours de son investiture, Donald Trump est déjà revenu sur plusieurs de ses promesses. En assouplissant ses positions, le milliardaire tente de rassurer ses détracteurs. New York, septembre 2014. 300 000 personnes marchent pour protéger le climat. Leur objectif, pousser 200 pays à agir contre le réchauffement climatique sous l'égide de l'ONU. The bulk of the time was with President-elect Donald Trump. I found it an extremely interesting conversation and to be continued.
Take a look at Nice and Paris. Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. France is no longer France. Il y a hélas du terrorisme et nous devons lutter contre le terrorisme tous ensemble. Et je crois qu'il n'est jamais bon de marquer la moindre défiance à l'égard d'un pays ami. Il y a eu le progrès, ce fameux progrès. Indéniable. Comme beaucoup, je l'ai pris longtemps pour un processus irréversible, dans les mains duquel on pouvait s'abandonner. On a pu construire des routes en plein désert. On a su rapprocher des hommes. Je nous observe standardisés, quasi désintégrés. Je nous regarde balloter entre le virtuel et le réel, que l'on n'arrive même plus à distinguer. Comment se résigner quand on voit que le superflu des uns est sans limite, alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait? On ne doit rien admettre de tout cela, car c'est tout simplement inadmissible. That change will begin with you. Je croyais à l'abondance. Et pour finir, je découvre la rareté. Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Le modèle économique dominant n'est plus la solution, mais bien le problème. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation. Je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix, dans le renoncement? B-Day, how many cases do you estimate of tuberculosis from? Tout d'abord, la pollution de l'air, nous parlons à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, est maintenant le plus gros problème de santé environnementale. Elle affecte désormais tout le monde, que ce soit dans les pays développés ou les pays en voie de développement. Donc nous avons besoin de penser à cela. Ce n'est pas un problème touchant exclusivement les pays développés, ça affecte à la fois les pays riches et les moins riches. Je dirais que plus de 7 millions de décès ont été provoqués par l'exposition à l'air pollué à l'extérieur et l'intérieur des foyers. En fait, c'est équivalent à une mort sur 8. Donc la pollution de l'air est l'un des risques les plus significatifs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde. Depuis quelques jours, beaucoup de Parisiens respirent mal. La mairie recommande de limiter les promenades pour les plus jeunes. Au classement des villes les plus polluées de France, la capitale arrive 7e. C'est Marseille qui est en tête, suivi de Lille et de Lyon. Cette nouvelle étude menée par l'Institut de veille sanitaire porte sur 17 agglomérations et les résultats sont encore plus alarmants que d'habitude. La pollution atmosphérique peut tuer des personnes fragiles à très court terme, c'est-à-dire dans les 5 jours suivant une exposition aux particules fines. Ces particules sont générées par les gaz d'échappement des voitures, les usines ou les systèmes de chauffage. Et pour ceux qui les respirent et qui ont déjà eu des problèmes de santé, cela peut provoquer une crise cardiaque, un AVC ou une rupture d'anévrisme. Ce qui inquiète encore plus, c'est que ce risque existe même quand on est très peu exposé à la pollution. Réduire les émissions de particules fines, comme le demande l'OMS, permettrait donc d'éviter chaque année 250 décès et 1000 hospitalisations. Une plage de sable et des arbustes qui poussent entre les cailloux. À Saint-Ferréol, la terre prend peu à peu le pas sur l'eau. Le lac a perdu plus de la moitié de son volume d'origine. Saint-Ferréol est bientôt à sec, victime du réchauffement et de la dernière canicule. Il y a 12 ans, le lac au printemps remontait jusqu'à la digue. Et en été, il redescendait à peu près jusqu'au rocher que vous voyez là.
Ça faisait une petite plage en fait. Et maintenant, au printemps, le lac ne remonte qu'au niveau des pierres ici, ce qu'on avait en été avant. Et puis bon, vous voyez le niveau du lac maintenant où il en est. Alors, avec la chaleur cet été, moins d'eau, et progressivement le lac diminue. Quel temps pour demain en France? Les projections pour l'avenir sont élaborées ici, au Centre de recherche météorologique de Toulouse. Sur les 100 dernières années, la température a augmenté de 1 degré en moyenne dans notre pays. C'est beaucoup, beaucoup plus que les siècles précédents. Ce que l'on a vécu cet été correspond même au scénario prévu pour les années 2070. Des prévisions effrayantes. Le climat présent aujourd'hui, des températures supérieures à 35 degrés, c'est-à-dire des canicules essentiellement sur le sud-ouest et le sud-est, avec très rare des fréquences de 2 à 5%. À la fin du siècle, ces régions-là du sud-ouest et du sud-est vont se retrouver avec des températures à 35 beaucoup moins rares, avec une fréquence de l'ordre de 30%. Et sur le nord de la France, le bassin parisien, le nord de la France, on va se retrouver avec des fréquences plus élevées même que celles qu'on a à l'heure actuelle sur le sud. Déjà des signes de changement sont visibles. Les vendanges par exemple, au domaine de Borenard à Châteauneuf-du-Pape, elles sont déjà finies, heureusement avant ce premier jour de pluie. Non, il y a juste des grappillons, des petites choses comme ça, mais il n'y a pas de grappes du tout. Pourtant, à cette époque de l'année, les vignes devraient encore crouler sous les grappes. Ça fait une 10-20 ans, on va dire à peu près, où il y a vraiment une tendance à avoir cette précocité dans les dates de début de vendange et vraiment une répétitivité de la date qui est de plus en plus précoce. On se dit là, on est vraiment précoce et cette année, on est encore bien plus précoce qu'il y a 2 ans en arrière où on pensait que c'était exceptionnel et qu'on verrait peut-être jamais vu ça. Là, on a attaqué 10 jours avant presque encore. À quelques kilomètres de là, dans son laboratoire, Bernard Seguin étudie l'impact du réchauffement sur les plantes et les cultures. Les poiriers fleurissent déjà avec 15 jours d'avance et à l'avenir, c'est toute la végétation qui pourrait être chamboulée. On peut voir par exemple le maïs, la production de maïs en grains qui remonterait jusqu'au nord de la France, l'olivier qui remonterait jusqu'à Lyon, pourquoi pas, et puis l'introduction de cultures nouvelles du style... je sais pas, l'arachide dans le sud-ouest ou le pistachier dans le sud de la France, tout ça pour les années 2070. De plus en plus chaud. Dans les montagnes, les jours d'enneigement sont moins nombreux, l'épaisseur du manteau neigeux diminue, les glaciers reculent, comme celui de l'Argentière, près de Chamonix. Maintenant, il est bien en arrière, il a au moins reculé d'1 kilomètre. Et ici, c'était plein de glace. Sur ces rochers, enfin, tout ce vallon était plein de glace. Avec la fonte des glaces et l'élévation du niveau des mers, certains spécialistes prévoient que des zones comme la Camargue, les plages de l'Atlantique ou les marais du Languedoc pourraient être submergées à la fin du XXIe siècle. Je veux saluer le travail des négociateurs qui ont remis leur texte ce matin. Il préfigure ce que peut être la conclusion. Mais ce n'est pas encore l'accord. Il appartient donc au président de la COP, avec les ministres et les représentants de chaque gouvernement, de lever les options, de trouver des compromis, de trancher sur les points difficiles. Je lance donc devant vous un appel pour que nous soyons capables de dépasser les intérêts des régions, des pays, les intérêts qui sont ceux de nos niveaux de développement, pour que nous puissions être, si je puis dire, à la hauteur de la planète dans son ensemble. Nous y sommes presque. Nous avons fait l'essentiel du chemin. Il nous reste encore quelques foulées pour atteindre le point d'arrivée. Mais cette journée d'Action Day nous donne justement
l'impulsion, là encore, nécessaire. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Et justement, vous dites que la droite n'en parle pas, si elle en parle, puisque Nicolas Sarkozy a fait un virage climato-sceptique et il dit « Ne nous intéressons pas au climat, intéressons-nous à la démographie ». Finalement, si ça va pas bien, c'est parce qu'on est trop. Comment vous réagissez à ça? Yannick Jadot. En 2007, j'étais un des négociateurs du Grenelle de l'environnement. Avec Nicolas Hulot, avec François Veyret, Thierry Salomon, avec Yann Arthus Bertrand, avec toutes les associations, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats et l'État, on a fait le Grenelle de l'environnement, qui portait Nicolas Sarkozy. Sous le sceau de Nicolas Sarkozy, qui venait d'arriver à l'Élysée. Ça a apporté des réponses extraordinaires à l'agriculture, sur la transition énergétique, sur le fret ferroviaire, qui depuis a explosé dans notre pays. Sur tous ces sujets-là, on a avancé. C'était un formidable moment de démocratie. Et qu'aujourd'hui, ce même responsable politique renie à ce point tous ses discours, toute sa parole. Ça montre à la fois son instabilité psychologique, certainement, mais ça montre une irresponsabilité politique. Et aujourd'hui, il a fait plus que François Hollande. Ça a été le grand bond en avant sous Sarkozy? Non, le Grenelle de l'environnement est un grand bond en avant. Tout le problème qu'on a aujourd'hui sur l'agriculture, sur Alstom, c'est qu'on n'a pas appliqué le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement autorisait les agriculteurs à polluer. Excusez-moi, il y a eu un sacrifice là-dessus. Excusez-moi. Pour avoir négocié, le Grenelle de l'environnement, c'était 50% de réduction de l'usage des pesticides. Depuis, on a augmenté. Parce que ces gouvernements de droite et ces gouvernements de gauche n'ont pas voulu infléchir ces tendances parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause des rentes et des intérêts bien compris. Je vais juste prendre un exemple quand même. Laurence Perron qui est de notre actualité. Le Grenelle de l'environnement, on dit le fret ferroviaire était à 14% dans notre pays sur le transport de marchandises. Au Grenelle de l'environnement, évidemment, on s'est dit il faut le porter à 25%. C'est un transport efficace de marchandises, c'est un transport écologique et c'est un transport qui donne des conditions de travail aux salariés de bonne qualité. Et résultat, aujourd'hui, on est à moins de 10% en France. L'Allemagne qui était derrière nous est passée à 25%. Et c'est pour ça qu'Alstom est en surcapacité de production. Et c'est pour ça on avait prévu d'augmenter considérablement les énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'Alstom a vendu son secteur énergie renouvelable. Carevas vend son secteur énergie renouvelable parce qu'on est resté enfermé, enlisé dans le nucléaire, qu'on ne regarde pas la réalité et tous les bénéfices extraordinaires de la transition écologique. Monsieur Fillon, est-ce que vous pouvez, puisque vous parlez de mesures concrètes, est-ce que vous pouvez nous dire les mesures concrètes de votre programme concernant la protection de l'environnement et l'écologie? Oui, bien sûr. Elles sont d'ailleurs disponibles sur mon programme. Ce que je propose d'abord, c'est de poursuivre la transition énergétique en n'accélérant pas, comme le veut le gouvernement, la fermeture pour des raisons idéologiques des centrales nucléaires, mais en mettant le paquet sur tout ce qui permet de fermer les centres de production d'énergie qui fonctionnent aux énergies fossiles. Ensuite, moi je fais confiance et je veux mettre beaucoup d'argent en termes d'investissement sur ce sujet à la science et à la technologie, à l'innovation pour trouver des réponses aux questions qui se posent en matière d'écologie. Et enfin, je défends une écologie qui soit une écologie d'encouragement, une écologie dynamique, pas une écologie punitive, faite de contrôle et de restrictions. Et vous trouverez toutes ces propositions sur mon programme. Il suffit d'aller sur Internet, Fillon 2017. On a peu d'acquis sur un plan législatif, sur un plan constitutionnel. S'il y avait eu une utilisation abusive du principe de précaution, si ce principe de précaution s'était opposé à ce à quoi certains sont attachés, l'innovation, on pourrait éventuellement se poser la question. Mais en réalité, il y a eu très très peu de jurisprudence. Et à l'inverse, si on avait appliqué le principe de précaution sur un certain nombre de sujets, sur l'amiante, par exemple, si on avait appliqué le principe de précaution simplement sur les changements climatiques, c'est-à-dire que si on avait levé le pied avant, eh bien, nous ne serions pas dans des situations aussi extrêmes. Donc oui, c'est tragique de se dire que le peu d'acquis que nous avons, certains sont prêts à le remettre en cause. Et en revanche,
à utiliser ce même principe de précaution et à le transférer dans d'autres domaines, notamment dans le domaine judiciaire, puisque j'ai cru entendre notamment l'ancien président de la République vouloir appliquer le principe de précaution en matière judiciaire, c'est-à-dire pouvoir mettre des gens, incarcérer des gens ou arrêter des gens avant même de savoir s'ils ont été des auteurs avérés de faits ou pas. Dans la cité de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois, plusieurs voitures ont encore été incendiées la nuit dernière. Et malgré la mise en examen des 4 policiers hier soir, l'indignation des habitants est toujours vive. Ce qu'ils ont fait là, c'est horrible. Moi, ils méritent d'être virés et d'être punis. Moi, je trouve, devant tout le monde à 17h, ce qu'ils ont fait, c'est affreux. J'ai jamais vu un policier faire cet acte de viol. C'est-à-dire même les histoires qu'on entend aux États-Unis, on n'a jamais entendu ça. Tout le quartier attend la vérité. On est en train de voir, il y a un bon avocat qui est sur l'affaire. Et on va voir par la suite ce qui s'est passé, mais pour l'instant, tout le monde est sur les nerfs, quoi. C'est dans ce contexte que l'avocat de Théo, 22 ans, blessé à l'anus par la matraque de l'un des policiers qui l'interpellait, lance un appel au calme, malgré le sentiment de colère. Ce sont des violences policières et c'est une bavure d'une extrême gravité. Ce que je dis encore, parce que c'est important, c'est que la famille a un souci majeur qui est celui de la pacification. Surtout pas que les choses s'enflamment. Hier soir, les 4 policiers que l'on voit sur cette vidéo amateur procéder à l'interpellation du jeune homme ont été mis en examen, 3 pour violence volontaire en réunion, le 4e pour viol. L'avocat de ce dernier évoque un coup de matraque totalement involontaire. Il est totalement effondré et même cassé à l'issue de sa garde à vue et évidemment catastrophé par les conséquences de cet acte dont il admet néanmoins qu'il est à l'origine effectivement de la blessure. Ça, il n'y a aucune contestation sur ce point. Cet après-midi, une marche en soutien à Théo, toujours hospitalisé, se tiendra dans les rues d'Aulnay-sous-Bois à l'initiative des mères de famille de la cité. De proximité dans ces quartiers pourrait-il améliorer la situation? C'est ce que défend la gauche. Voici l'homme qui a incarné cette pratique, le commissaire Avrin. Il était en charge de la sécurité à Toulouse et c'est lui qui avait subi les foudres de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, lorsqu'il était en visite sur place il y a quelques années. Aujourd'hui, le commissaire Avrin raconte son expérience dans un livre. Reportage Olivier Caroff, Hakim Abdelkalek et Loïse Mallet. Ce matin de 2003, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient inspecter la police de proximité. Toulouse en est une vitrine, la délinquance est en baisse. Certains s'attendent à être félicités et c'est l'inverse qui se produit. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. L'homme qui regarde interloquer le ministre, c'est le patron de la police de Toulouse, Monsieur Proximité. J'avais envie vraiment de lui mettre un coup de boule. Les flics, ils n'en revenaient pas que le ministre de l'Intérieur les traite de cette façon-là, les humilie devant tout le monde et les prenne vraiment pour des cons, quoi, parce que je vois pas d'autre mot. Ils venaient d'un seul coup de signer l'arrêt de mort de la police de proximité, sans concertation, sans rien. Et de toute façon, par rapport à l'investissement des gars, c'était d'une injustice totale. La protection du peuple, c'est la police. Mais si dans la police, il y a ces gens-là, ces individus comme ça dedans, mais la police n'est pas la police. Quand la police arrive, il faut que les gens se sentent en sécurité. Il ne faut pas, quand on voit la police, les gens commencent à trembler. Alors c'est plus la police. Nous, on habite le mauvais côté. On est des banlieusards. C'est la banlieue avec l'étiquette collée dessus.
Ah. Mon fils peut ne pas être un voyou, mais il habite Aulnay-sous-Bois. Et c'est quoi Aulnay-sous-Bois? C'est de la racaille. Et nous, on est de quoi? On est de rien du tout. Et ça, moi, je ne supporte pas. Vous avez un éducateur qui apprend à des jeunes de 8 ans à 16 ans des valeurs de respect, des valeurs de citoyenneté, à respecter l'uniforme. Pour finir violé à 22 ans devant tout le monde? Qu'est-ce qu'on va répondre à notre jeunesse demain? Qu'est-ce qu'on dit à notre jeunesse à ce moment-là? Moi, j'appelle le calme parce que je veux que les gens que j'aime, les gens qui me soutiennent, les gens qui me donnent de la force, restent en liberté. Que je puisse les remercier en personne lorsque je sors d'ici. Je ne vais pas aller voir au parloir et tout ça, ça me rendra triste, moi. Je veux qu'on soit tous ensemble, tous unis, et qu'on laisse la justice faire son travail. C'est pas par la guerre. Priez pour moi. Priez pour moi, et puis on parmi vous, tous ensemble. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup. On a peu d'acquis sur un plan législatif, sur un plan constitutionnel. S'il y avait eu une utilisation abusive du principe de précaution, si ce principe de précaution s'était opposé à ce à quoi certains sont attachés, l'innovation, on pourrait éventuellement se poser la question. Mais en réalité, il y a eu très très peu de jurisprudence. Et à l'inverse, si on avait appliqué le principe de précaution sur un certain nombre de sujets, sur l'amiante, par exemple, si on avait appliqué le principe de précaution simplement sur les changements climatiques, c'est-à-dire que si on avait levé le pied avant, eh bien, nous ne serions pas dans des situations aussi extrêmes. Donc oui, c'est tragique de se dire que le peu d'acquis que nous avons, certains sont prêts à le remettre en cause. Et en revanche, à utiliser ce même principe de précaution et à le transférer dans d'autres domaines, notamment dans le domaine judiciaire, puisque j'ai cru entendre notamment l'ancien président de la République vouloir appliquer le principe de précaution en matière judiciaire, c'est-à-dire pouvoir mettre des gens, incarcérer des gens ou arrêter des gens avant même de savoir s'ils ont été des auteurs avérés de faits ou pas. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a un peu moins d'un an en Ardèche. Vous aviez accueilli la matinale de France Inter chez vous à Montchamp, dans cette ferme perchée sur un sommet lui-même entouré de montagnes, paysages sauvages et superbes qui paraît si loin de l'agitation du monde. Ce matin, vous voici à Paris, capitale gardée, protégée. Vous avez sans doute remarqué les hommes en armes, en faction, devant les principaux édifices publics. Conséquence des attentats des 7 et 9 janvier, on a assassiné, vous le savez, des dessinateurs et des penseurs pour les faire taire, des policiers parce qu'ils étaient policiers, des juifs parce qu'ils étaient juifs. Qu'avez-vous ressenti, Pierre Rabhi, face à cette terreur et face au sursaut de millions de Français? La première chose qui nous frappe, c'est que nous n'avons pas évolué et qu'on n'a pas compris que la violence, c'est quand même pas parce qu'il y a de mieux à vivre sur cette planète, qu'effectivement l'ensemble de la planète, à mon avis, est convulsé par un état d'esprit qui est dualiste. Et cet état d'esprit dualiste demande maintenant à être révisé. Alors, il y a des nationalismes qui exacerbent la violence. On sait aujourd'hui qu'on consacre beaucoup plus de moyens aux armes qu'à éradiquer la faim dans le monde ou des problèmes humains très importants. Donc, il n'est pas surprenant que dans cet état général de l'humanité, qu'il puisse y avoir des malaises très importants. Je veux dire, même au milieu de la prospérité, ce qu'on constate, c'est que on augmente les anxiolytiques, on consomme de plus en plus d'anxiolytiques, c'est-à-dire que malgré ce qu'on pourrait appeler le progrès matériel ne résout pas le problème humain. Mais vous êtes, Pierre Rabhi, et on vient de l'entendre, vous venez de le prouver, un pourfendeur du monde moderne. Or, l'obscurantisme qui nous menace, la montée des haines, semble plutôt surgir de temps anciens, ou du Moyen-Âge, que du monde moderne, vous ne trouvez pas? Il faut nuancer, je ne suis pas un pourfendeur du monde moderne.
Je suis le pourfendeur de la logique qui gère le monde moderne. Vous êtes en conflit avec la modernité, avez-vous disons, dit. nous avons tellement de talents technologiques, etc. Pourquoi les mettre beaucoup plus au service de la destruction et de la mort avec cet emblème magnifique, suprême, qui est la bombe atomique, qui est le symbole finalement de la capacité des êtres humains à provoquer carrément des apocalypses sur cette planète. Si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, nous avons beaucoup d'aptitudes, mais ces aptitudes ne sont pas gérées par une intelligence. Est-ce que l'intelligence est une question de cerveau? Je ne crois pas. Je crois que c'est une question simplement de clairvoyance. D'éducation. L'éducation, bien entendu, à partir du moment où on éduque les enfants, soit le premier, le meilleur, il faut battre l'autre, etc. Il ne faut pas s'étonner après que cet enfant soit préparé à être dualiste et non pas dans la coopération. Si on gérait les choses avec la coopération, apprendre à coopérer serait quand même mieux qu'apprendre à s'opposer. Un mot, Pierre Rabhi, encore sur la montée du sentiment religieux, ou en tout cas la montée des conflits de nature religieuse. Vous êtes issu d'une double culture, musulmane et chrétienne. Oui, je suis... Chacun a son destin. Moi, le mien est assez curieux. C'est que j'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans. J'étais dans une famille traditionnelle, musulmane, tranquille, même sous l'égide d'un soufi qui était absolument non-violent. C'est-à-dire, le soufisme prêche la non-violence. Il n'est pas question, on n'est pas dans les extrémismes que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire la culture musulmane dans laquelle vous avez été élevé était absolument pacifique, hein. Disons, en plus, par le thaumaturge, c'est-à-dire que le fondateur de notre cité, étant soufi, il a été d'une très grande tolérance. C'est celui qui a accueilli avec les bras ouverts les Juifs, par exemple, qui étaient réprouvés. Il a fait beaucoup de choses, et je pense que son mausolée était là, au milieu de la cité, et j'ai l'impression qu'il nous a imprégnés quelque part. Et culture chrétienne ensuite par votre culture famille d'adoption. Chrétienne, et à ce moment-là, j'ai pu vivre dans ma chair les contradictions du monde actuel. Et d'un côté, l'islam qui dit surtout ne mangez pas de porc, ne buvez pas de vin, et ma famille européenne, française, avec une mère qui était bourguignonne, qui sifflait sa bouteille de vin elle toute seule. Et puis de l'autre côté, on se régale de saucissons, etc. Donc toutes ces contradictions ne sont pas innocentes dans la convulsion que subit le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'appartenez à aucune église, Pierre Rabhi? Je n'appartiens à aucune, disons, religion organisée, mais c'est pas pour autant que je renie le message d'amour qui est radical, d'amour radical, et même vos ennemis, qui est celui du Christ. Donc une dimension spirituelle qui est présente dans votre philosophie, on peut le dire, dans l'humanisme que vous défendez. Hein. Voilà, mais libérée de tout ce qui pourrait la restreindre, la réduire ou la pétrifier. Donc elle est libérée. Alors, je voudrais vous parler à présent d'une autre forme de combat qui parfois n'est pas dépourvu de violence, même si ça n'a rien à voir, le combat de ceux qui s'opposent ici ou là en France à un barrage, à un aéroport, à un centre hôtelier, avec des jeunes souvent qui occupent ces zones. Est-ce qu'avec quelques années de moins, vous pourriez être parmi eux? Est-ce que vous auriez pu être un zadiste, Pierre Rabhi? Non, je continue à dire qu'il faut aménager les territoires en prenant en compte ce qui est dans la durée, ce qui est le fondement de la vie. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans du béton. Il faut bien de la terre pour se nourrir. Donc il y a à prendre en compte dans l'aménagement ce qui est pourvoyeur de vie. Et chaque fois qu'on bétonne de la terre qui peut nourrir les gens, qu'on démolit des paysages, etc., on s'en prend directement à ce qui est fondamentalement auquel nous devons, vous et moi, la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut que les aménagements soient étudiés suffisamment pour faire le maximum pour épargner la vie. Voilà, et là je suis d'accord avec eux, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et qu'on a besoin de terres nourricières, qu'on a besoin de forêts, qu'on a besoin de toutes ces choses-là, parce qu'elles sont beaucoup plus durables
que nous passons tous, mais il faut aussi transmettre aux générations futures un monde vivable et non pas un monde détruit.